africain. Le mot évoque souvent le folklore, la danse ou le sport. C'est flatteur, mais je ne sais rien faire de tout cela. Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas danser. Oui, l'Africain qui doit forcément savoir danser, je vous arrête tout de suite. Vous oubliez, je ne sais pas danser. Je ne sais pas non plus faire du vélo. Je ne sais pas nager. Et je ne sais pas conduire. Un jour, mon père m'a dit, « Mon fils, vu ta corpulence, tu ne sauras rien faire d'autre dans la vie que lire et écrire. » Et il avait raison. Je ne sais faire qu'une chose, écrire. Saviez-vous qu'en Afrique subsaharienne, 32 millions d'enfants en âge de fréquenter le primaire ne sont pas scolarisés? Or, Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour changer le monde. » Je suis né au Sénégal, dans une famille très modeste. Mon père était cheminot, ma mère, femme au foyer et analphabète. J'ai eu une chance, aimer écrire. J'ai toujours écrit pour rêver, pour devenir, pour rêver devenir. J'ai eu la chance d'aimer apprendre, pour m'élever et aller plus loin. Ça a toujours été ma façon de visiter des univers différents, de fuir une vie en Afrique, figée entre deux conceptions politiques différentes et caricaturales. D'une part, l'Afrique, c'est Ebola, malaria, guerre civile, génocide, sida, des fléaux qui sonnent comme une fatalité inarrêtable. Et de l'autre, il y a cette Afrique-là, croissance, classe moyenne émergente, jeunesse, mobile banking, printemps arabe. L'une est l'afro-pessimisme, symbole de la défaite et du refus d'une renaissance africaine. L'autre est l'afro-optimisme, un discours d'auto-persuasion, une manière stérile de se rassurer, une utopie, une vaine et charmante utopie. Alors, vous imaginez l'embarras pour moi, Christine, Mustapha, Nicolas, Awa et tous ces jeunes en Afrique qui doivent choisir entre ces deux modèles-là. Mais nous avons imaginé une voie médiane, l'afro-responsabilité. Nous sommes partis d'un diagnostic complet. L'Afrique, c'est 54 pays, 1 milliard d'habitants, la population la plus jeune au monde. 200 millions d'Africains sont âgés entre 15 et 24 ans. Et vous savez quoi, en 2050, un quart de la population mondiale sera africaine. Mais dans ce diagnostic, nous n'avons rien occulté. Ni le génocide au Rwanda, ni les coups d'État beaucoup trop nombreux, ni les chiffres alarmants sur la pauvreté, la santé. Nous n'avons pas non plus occulté toutes ces personnes qui désespèrent de l'Afrique et partent chercher vie et reconnaissance ailleurs. Quelle est la valeur du sacrifice consenti par toutes ces personnes mortes dans l'océan à l'assaut de Lampedusa? Pourquoi ces jeunes décident-ils de quitter leur pays à tout prix? L'afro-responsabilité, c'est montrer des succès chez nous, qui peuvent consulter des modèles, façonner une nouvelle fois l'Afrique et quitter le mythe de l'Eldorado européen. La jeunesse africaine est consciente de son rôle de transformation sociale et de libération du continent. Oui, nous avons vécu l'esclavage. Oui, nous avons souffert de la colonisation. Mais nous avons refusé de nous enfermer dans ce passé, mais au contraire, de l'assimiler et de nous tourner vers l'avenir. Voilà pourquoi nous avons choisi l'afro-responsabilité. Ce n'est pas seulement un concept ou une idée, mais un cadre d'action concrète qui accompagne la dynamique du continent. Ce n'est pas non plus l'affaire d'une élite intellectuelle, mais chacun, quel que soit son niveau ou son diplôme, a quelque chose à dire et à apporter. Aujourd'hui, les choses bougent en Afrique. Des économies se structurent avec notamment 5% de croissance en moyenne sur les 10 dernières années. Et vous savez, sur les 10 pays qui ont la plus forte croissance en 2015, 6 sont en Afrique. Croissance, la France, ça fait rêver, non? Des frontières disparaissent progressivement.
Des pays qui ont jadis connu un passé de dictature sont maintenant dans une démocratie avantageuse et qui marche. Mais le plus important, c'est la prise de conscience par la jeunesse africaine de son rôle pour changer les choses. Cette jeunesse dont je fais partie a décidé de s'impliquer dans les affaires publiques. Elle a décidé de promouvoir un discours nouveau sur le continent. Elle a envie de prendre toute sa place dans le processus d'émergence du continent. Et aujourd'hui, plusieurs axes sont là pour faire sortir l'Afrique de la pauvreté de masse et faire en sorte que l'émergence économique de nos pays devienne une réalité. La coopération économique au niveau des États est déjà une belle idée à l'œuvre. Les pays africains diversifient leurs partenariats et s'orientent vers les pays émergents, comme le Brésil, l'Inde. L'entrepreneuriat est aussi un réel moteur de croissance, avec une jeunesse inventive et ingénieuse. Par exemple, le CETIC de Dakar est le premier incubateur de start-up dans le domaine des TIC en Afrique subsaharienne francophone, avec une soixantaine d'entreprises créées en 3 ans. Au Burkina Faso, une start-up développe un savon anti-paludisme pour lutter contre le fléau. Au Nigeria, le boom de l'industrie culturelle promet un printemps de l'économie créative dans le pays. Et je vous annonce que Dakar vient d'être labellisé en décembre 2014 par l'UNESCO comme ville créative. Voilà, c'est tout ça, l'Afrique actuelle. Je suis afro-responsable. Je le sais depuis mes études en France. C'est ici, pour la première fois, que j'ai entendu parler du mot afro-responsabilité. Révélation, déclic, j'ai trouvé là un écho à ma passion pour l'Afrique. Je voulais parler, débattre, écrire, discuter et sortir toute cette envie d'Afrique en moi. Alors, j'ai pris tout de suite le train en marche pour participer à la construction de ce mouvement. Et le think tank que nous avons créé en 2011, l'Afrique des idées, compte aujourd'hui plus d'une centaine de membres actifs. Nous avons des bureaux à Paris, Dakar, Lomé, Cotonou et bientôt Abidjan. Nous avons publié plus de 1600 articles en ligne et nous venons de présenter aux Nations Unies un nouvel indicateur de mesure de la croissance inclusive en Afrique. Mais mon afro-responsabilité vécue ici à des milliers de kilomètres de chez moi était peu courageuse, confortable. Après 2 nouveaux diplômes en poche et des opportunités professionnelles en France et même à New York, j'ai décidé de retourner chez moi. Il faut que la jeunesse africaine participe au processus de construction du continent. Alors je rentre et j'entame ma carrière dans les cabinets ministériels de mon pays. D'abord au ministère des Affaires étrangères, puis celui de la culture. Mais tout de suite, les bureaux de l'administration m'ont dérangé. Je n'aimais pas ce confort, cette absence de prise de risque et surtout ce sentiment d'éloignement des réalités de mon pays. Alors, je quitte à nouveau cette tyrannie du confort. Je décide de démissionner de la fonction publique pour me libérer des carcans de la bureaucratie. Voilà, après l'ENA du Sénégal, l'ENA en France et le CELSA, je viens de quitter la haute fonction publique avec un emploi et un salaire garantis à vie pour aller à la rencontre des Africains et comprendre leur perception de la marche du continent. Alors je voyage, je prends le bus, je vais au Mali. À Bamako, je rencontre Mme Aminata Traoré, ancienne ministre de la Culture et icône de l'altermondialisme. Elle m'a parlé de son drame de voir les Maliens s'entretuer alors qu'ils auraient pu construire leur pays. Elle m'a parlé aussi de sa souffrance de mère à chaque fois qu'elle voyage et qu'elle croise des jeunes réduits à la misère en Occident. Au Mali toujours, mais à Kayes cette fois, j'ai eu une discussion inoubliable avec 2 Sénégalais qui rentraient en bus après des années d'immigration. Ils m'ont parlé de leur déception, de leurs regrets et surtout du sentiment de gâchis qui les animait. Ils auraient pu consacrer l'énergie de la survie quotidienne du clandestin à la construction d'un mieux-être au Sénégal. Je quitte le Mali, je pars en Mauritanie. Je croise 2 jeunes engagés dans la lutte contre l'exclusion. Ils sont victimes de racisme dans leur propre pays. Mais j'ai aussi rencontré d'autres personnes extraordinaires et des histoires fabuleuses. Omar Victor Diop a quitté une carrière dans une multinationale pour se consacrer à sa passion, la photo. Aujourd'hui, il circule dans le monde pour montrer les clichés de l'Afrique dynamique et émergente. Victor Ndiaye a quitté une banque internationale en Europe pour fonder le premier cabinet de conseil en Afrique subsaharienne francophone. Thierry Doufou, l'Ivoirien, vient d'inventer la première tablette
100% africaine. Tous ces voyages étaient passionnants, toutes ces rencontres énormes. Aujourd'hui, je bouillonne, j'ai soif de concret. J'ai envie d'accompagner ce dynamisme de la jeunesse africaine. L'afro-responsabilité, c'est une jeunesse qui se parle, qui se donne la main et pense en commun son devenir. C'est une jeunesse qui se libère de l'héritage de ses aînés pour inaugurer un modèle nouveau et pour être actrice de son destin. Je fais partie d'une génération pour qui rien n'est impossible si nous sommes conscients de notre rôle de moteur du changement en Afrique. Avec créativité, agilité et passion, nous pouvons construire une Afrique nouvelle, forte d'égalité, de justice et de progrès. Ce que je fais actuellement est 100% afro-responsable. Prendre mon destin en main, regarder l'Afrique autrement, venir vous en parler ici, ce soir. Avant de terminer, je voudrais vous demander quelque chose. Ne regardez plus l'Afrique seulement à travers les télévisions. N'ayez plus peur de l'Afrique. Venez voir et jauger le potentiel qui existe. Mais soyez conscients que ma génération sera seule maîtresse de son destin. C'est à elle, elle seule, qu'incombe le fait de devenir le moteur du changement en Afrique. Nous voulons prendre le pouvoir et construire l'émergence du nouveau rêve africain. C'est un drôle de coup d'État qui se prépare. Un coup d'État afro-responsable.